Un habitant capture la scène avec son téléphone portable. Cet hélicoptère vole à très basse altitude, dans un ciel enflammé. Sur d'autres images, on distingue plus nettement ce qu'il se produit. D'abord ce qui ressemble à des missiles, suivi d'hélicoptères puis de ces explosions, à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne côté russe. Alors que s'est-il passé? Dans un message, le gouverneur de la région de Belgorod accuse. Un incendie dans le dépôt de pétrole a eu lieu à cause d'une frappe aérienne menée par 2 hélicoptères de l'armée ukrainienne qui sont entrés sur le territoire russe à basse altitude. Selon lui, 2 employés sont blessés. 170 personnes sont sur place pour éteindre l'incendie. On continue de circonscrire le feu pour qu'il ne se propage pas dans les autres réservoirs. Les mesures du taux de pollution de l'air sont normales, il n'y a aucune victime. De son côté, l'Ukraine n'a pas encore réagi. Si l'attaque est confirmée, elle marquerait un tournant, car ce serait la première fois que la Russie en subit une sur son sol depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors pour bien comprendre l'importance de ces frappes, on va retrouver Marie Belot et ses cartes pour nous indiquer notamment où se trouve Belgorod. Oui, regardez où tout cela se passe. Donc déjà, on est à proximité de Kharkiv, qui est la 2e plus grande ville d'Ukraine. Ville, on le sait, qui a été la cible de très nombreuses attaques russes depuis le début de l'offensive. Et le dépôt que l'on voit en flammes, il se situe, vous le voyez, côté russe, de l'autre côté de la frontière. Donc on est à 40 km de la frontière avec l'Ukraine et on est à 80 km de Kharkiv. Les hélicoptères auraient donc traversé cette frontière à basse altitude, mais il faut attendre confirmation. Prudence en attendant, car il y a déjà eu des accusations similaires il y a 2 jours qui se sont finalement avérées inexactes. Je vous explique. Mercredi, il y a 2 jours, d'autres explosions ont eu lieu dans cette ville, à Krasny Okhtiav, donc on est dans la même région de Belgorod côté russe. Là, c'est un dépôt de munitions qui a explosé sur un camp militaire russe. L'Ukraine a d'abord été accusée par les Russes qui ont ensuite fait marche arrière et ils n'expliquent toujours pas aujourd'hui la cause de cet incident. Donc, il pourrait au final s'agir d'une mauvaise manipulation, d'une erreur qui aurait déclenché cette explosion dans le dépôt de munitions. En tout cas, l'Ukraine nie être responsable de l'explosion dans ce dépôt. Quant à Belgorod, l'Ukraine ne s'est pas encore exprimée, donc prudence à ce stade. Merci beaucoup, Marie Belot. Général Trinquant, cette incursion en territoire russe, s'il est bien confirmé que ce sont 2 hélicoptères ukrainiens, ça veut dire qu'ils deviennent plus audacieux dans leur offensive ? Oui, ça veut dire 2 choses, qu'ils sont audacieux parce qu'ils rendent la monnaie de la pièce, si j'ose dire, aux frappes qui avaient été faites par des missiles par les Russes sur des dépôts de carburant ukrainiens. Donc cette fois-ci, ce sont des hélicoptères qui volent à basse altitude. On voit les frappes. Voilà, qui volent à basse altitude et qui tirent aux roquettes sur les dépôts. Donc c'est très audacieux parce qu'ils vont en Russie quand même. Bon. Ou bien ils sont très bien renseignés. C'est une autre formulation. Et le deuxième point, c'est que ça montre une faiblesse de la défense aérienne russe, puisqu'on est quand même, on le disait, 80 km de la grande ville ukrainienne, où il y a des combats, furieux d'ailleurs depuis 4 semaines. Et donc c'est assez étonnant que le ciel... Parce qu'on vient de les voir en général, ouais. Mais ils survolent quand même à basse altitude. Oui. Ils sont une centaine du mètre. Oui, mais ça c'est... Pour passer sous les détecteurs. Les hélicoptères, en passant vite et bas, ont plus de chances d'échapper qu'en volant haut. Donc ça c'est... Mais au passage, ça réclame... Parce que ça s'est passé de nuit, je crois, ça réclame des bonnes aptitudes de la part des pilotes à pouvoir voler de nuit dans une zone comme celle-là et de pouvoir frapper avec les roquettes. Et par ailleurs, j'ai vu que les roquettes, ils les tirent à très faible distance. Donc, parce qu'à un moment donné, les hélicoptères passent pratiquement dans les halos de flammes. Oui, donc c'est un beau coup de la part des pilotes ukrainiens. Ouais. Alors, Vincent Huguet, le général, dit que sans doute les Ukrainiens sont bien informés, ils peuvent l'avoir été par les renseignements américains. On sait qu'ils jouent un rôle très actif dans ce conflit. Au regard de la densité de ce que les Américains ont déployé dans les cieux d'Ukraine et donc également de Russie, on peut supposer que s'ils sont partis à l'assaut de cette manière-là, il y a certes l'audace requise, mais il y a aussi la détention d'informations assez fiables et sur la faisabilité de l'opération, sur la localisation de la cible et justement sur les défaillances du système de DCA russe. C'est donc
c'est pas pour les Ukrainiens juste une attaque, c'est un symbole. Je vous pose la question. Je vous pose aussi la question. On est dans le symbole. D'ailleurs, ça ne va pas infléchir le cours de la guerre, soyons clairs. C'est effectivement de l'ordre de la piqûre d'épingle sur la map monde, mais il n'en demeure pas moins que ça a aussi vocation à galvaniser les Ukrainiens, militaires et civils, sur le thème. Depuis le début, ils se surestiment, ils nous sous-estiment. Non seulement on est capable de leur résister bien au-delà de ce qui était anticipé, y compris par les observateurs occidentaux d'ailleurs, mais on est aussi capable d'aller porter le fer chez eux. Et ça, puisqu'on parle beaucoup d'humiliation depuis un mois, dans la gamme des humiliations, même microscopiques, c'est pas mal. Et d'ailleurs, le Kremlin jugeait tout à l'heure que cette attaque sur le sol russe, je cite, va peser sur les pourparlers. On sait qu'ils se parlent tous les jours en sans pour autant les entraver. C'est-à-dire que la session de pourparlers laborieux qui était programmée ce vendredi par visioconférence, elle a été maintenue. Elle s'est ouverte il y a 1 heure ou 2. On est dans l'escalade, en fin de compte. Chacun montre... Enfin, l'escalade. Je veux dire que chacun montre quand même sa capacité à ou sa capacité de avant ou pendant les négociations. Oui, je pense que pendant les négociations, ce que disait Vincent a parfaitement raison, ça booste le moral des Ukrainiens. Regardez ce qu'on est capable de faire. On va de l'autre côté, on va les frapper, ils nous ont frappés, nous aussi on va les frapper. Et de la part des Russes, une fois de plus, ça démontre leur faiblesse. C'est-à-dire qu'eux vont l'analyser en interne, les Russes. Et ils vont dire comment se fait-il que... alors, il y a un sujet qu'on connaît très très mal, c'est l'information réelle dont dispose Poutine sur ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'on pense que la hiérarchie essaye d'édulcorer un peu ce qui se passe sur le terrain pour ne pas dire au grand patron hier, que mal informé ou pas informé. Ben oui, mais de ne pas lui dire tout ce qui se passe, parce que là, je peux vous dire que le responsable militaire de la région, il est viré dans les 5 minutes, évidemment. Bonjour Kulina Kushkova. On dit beaucoup depuis le début de cette guerre que l'armée ukrainienne surprend parce qu'elle a de nombreux Ukrainiens et Ukrainiennes qui n'étaient pas des soldats de profession. On voit comme elle résiste à l'armée russe. Maintenant, semble-t-il, elle passe à l'offensive. Est-ce que les Ukrainiens soupçonnaient qu'ils avaient une armée qui pourrait résister comme ça à cette invasion pendant un mois ? Dès le début, je veux dire que dès le début, on savait qu'il y aura... On avait ce sentiment, je parle de moi-même et je parle par exemple de ma famille parce que je suis rentrée de l'Ukraine 1 semaine avant le début de la guerre et les conversations se déroulaient autour de la guerre. Donc voilà, ce n'était pas la question si, c'était plutôt la question quand. Et bien sûr, il y avait l'espoir que ça va pas se passer, qu'il n'y aura pas de cette attaque, de cette agression, voilà. Mais voilà, on voit ce qu'on voit. Et donc, nous, on croit dans notre armée, vraiment. Et aussi, je suis d'accord avec les mots qui ont été dits tout à l'heure, qu'il y avait des sous-estimations et surestimations. Enfin, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, je crois que le gouvernement russe, il ne savait pas qu'il va être contre, pas que l'armée ukrainienne, mais contre le peuple ukrainien. Et c'est vraiment, c'est étonnant et c'est très émouvant les chiffres des personnes qui font les queues devant les points où on peut s'inscrire pour la défense territoriale, même ça. Enfin, je pense on a vu ça depuis la première semaine. Ça doit être très difficile quand on est un simple citoyen comme vous et moi de soudain prendre les armes, aller se battre sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux de vos proches qui ont dû prendre les armes, tout simplement ? On a une très bonne motivation. Dès le début, on s'est mobilisé. On s'est mobilisé en tant que la nation, en tant que les citoyens de notre pays, en tant que les gens qui veulent protéger nos proches. Et ça nous motive. Cette motivation donne vraiment cette détermination de se battre. Et vraiment, on voit pas mal de vidéos, pas mal de messages, pas mal de photos de front de nos soldats qui perdent pas leur motivation, qu'ils voient que oui, nous protégeons le nôtre. Oui, c'est difficile, c'est dur aussi pour tout le monde, pour les familles, mais on sait bien, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Voilà.
C'est dur et la question c'est jusqu'à quand cette guerre? Alors on sait, on vous en parle chaque jour, ces troupes russes qui reculent, qui se redéploient. Les États-Unis hier ont lâché quelque part une information en disant que ce conflit va durer très longtemps. Et peu de temps après, le président Zelensky a pris la parole et il parle de son ennemi Vladimir Poutine et de ce que va faire la Russie. Dans le Donbass, à Mariupol et en direction de Kharkiv, les troupes russes accumulent leur potentiel offensif, de puissantes offensives. Nous nous défendrons. Nous ferons tout pour arrêter les occupants et nettoyer notre terre de leurs chimères malfaisantes et absurdes. Général Trinquant, sans surprise, Volodymyr Zelensky dit ne pas croire à ce retrait. On a beaucoup glosé sur l'éventuelle ruse de l'armée russe qui se redéploierait pour frapper plus fort ailleurs. Hein. Oui, alors c'est pas vraiment une ruse puisque c'est annoncé, c'est-à-dire la Russie concentre les moyens qu'elle a. Il faut reconnaître d'abord qu'elle a des moyens qui ont baissé. Elle a perdu 20% de son potentiel à peu près. Et elle se concentre sur la zone dans laquelle elle a remporté des succès, qui est la zone sud-est entre le Donbass et la Crimée. Donc ça ne veut pas dire qu'elle va arrêter ses actions ailleurs. Elle va maintenir la pression, d'abord, surtout, pour fixer l'armée ukrainienne sur ces positions-là, et que l'armée ukrainienne ne renforce pas les dispositifs sur les zones d'action russes. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, c'est exactement ce qu'il dit. Écoute. Tant mieux. Selon nos informations, l'armée russe ne se retire pas, mais se repositionne. La Russie essaie de se regrouper, de réapprovisionner et de renforcer son offensive sur la région du Donbass. Dans le même temps, elle maintient la pression sur Kiev et d'autres villes. On peut donc s'attendre à ce que cette manœuvre apporte encore plus de souffrance. Ça fait écho à ce que dit Londres également, Londres qui dit s'attendre à de lourds combats autour de la capitale, alors qu'on a eu cette information que l'armée se retirait. Oui, mais justement, pour fixer l'ennemi, il faut absolument qu'il y ait des combats qui s'engagent. Je veux dire, c'est pas avec de l'artillerie que vous avez fixé l'ennemi. Il faut qu'il y ait des combats dans la banlieue de Kiev. Mais ce que ça veut dire, en fait, quand on regarde d'un œil militaire depuis 4 semaines ce qui s'est passé, après l'échec initial de la prise de Kiev, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 4 axes d'attaque russes. Et ces 4 axes d'attaque russes ont montré leurs échecs, sauf un au sud, qui a marché. Et donc maintenant, naturellement, l'état-major russe dit on renforce là où il y a eu du succès. On ne renforce jamais l'échec, on renforce toujours le succès. Le succès, il est au sud. Donc les renforts, ils vont aller au sud. Alors les renforts, en revanche, c'est fait de briquet de broc. Hein. Je viens de lire des informations, 300 Syriens qui arrivent de Syrie, des gens qui arrivent de Libye avec Wagner. Qui ne connaissent absolument pas le territoire. Oui, et puis, bon, dont la motivation peut être variable. Hein. On a aussi une réserve probablement à Rostov, et puis on a même des gens qui arrivent de Géorgie, c'est-à-dire que les Russes retirent des troupes qu'ils avaient mis ailleurs, et puis ça va prendre du temps un peu pour arriver de Géorgie. Mais on voit que de briques et de broc, ils sont en train de se constituer une réserve qu'ils n'avaient pas réellement pour pouvoir la mettre en place. Le président Poutine a signé ce matin ou hier la conscription pour 146 000 soldats, c'est-à-dire les jeunes russes vont rejoindre au service militaire 146 000 soldats. Et ça c'est aussi un signe. Alors il a bien dit qu'il ne les engagerait pas sur le terrain, hein, mais ils pourront prendre des tâches que les autres pourront remplir, pourront libérer. Oui, alors Vincent Hugeux sur ce point, et Vladimir Poutine, depuis le début du conflit, leur a déjà parlé. Et quand je dis leur, il s'agit des maires, des maires de soldats. Si Poutine signe ce genre de décret, ça risque peut-être en interne, en Russie, de lui poser des problèmes. C'est une hantise récurrente du Kremlin et depuis des décennies. Il faut se souvenir de l'impact social, humain qu'avait eu le mouvement des maires, précisément, en Afghanistan, déjà. Hein, Afghanistan qui avait été quand même le tombeau de 25 à 30 000 fils de la Grande Russie, et ensuite en Tchétchénie. Alors ce qui est vrai, c'est que c'est ce que redoute le pouvoir,
Et c'est sans doute ce qui explique aussi que le contrôle social, y compris sur cette mouvance des associations de mères de soldats, c'est, de l'avis de tous les correspondants à Moscou en place ces dernières années, considérablement resserré. Mais on ne peut pas briser un défilé, une marche pacifique de mères de soldats sans s'exposer à un vrai naufrage symbolique, quoi. Donc ça reste une psychose. Et puis il y a le phénomène qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a peu, voire pas d'images des fameux cercueils de zinc, vous savez, ce qu'on appelle les body bags côté américain. Alors en l'occurrence, ce sont des cercueils de zinc pour la plupart du temps. Et c'est en général lorsque il y a le retour au pays de ces cercueils que se matérialise à la fois l'échec et la souffrance des proches. Et donc je pense qu'il y a là un effort continu et considérable pour essayer d'étouffer cette dimension-là. L'étouffer, ce n'est pas la tuer. Je pense que le moment venu, il y a des comptes qui vont être demandés, notamment pour ces jeunes gens qui, pour certains d'entre eux, alors que Poutine jurait ses grands dieux qu'ils ne seraient jamais envoyés au front, et dont on s'est aperçu qu'ils croyaient parfois aller participer à des manœuvres avec les frères biélorusses, et ensuite se retrouver face à leurs cousins ukrainiens, dont le cas échéant, ils partagent beaucoup de valeurs et d'aspirations. Et là, ça va être très compliqué. Et dernier point, et je termine là-dessus, c'est très joli d'assembler des forces totalement disparates et hétéroclites. Ça ne résout certainement pas, au contraire, ça complique un des soucis évidents depuis le début, c'est-à-dire un problème de coordination, d'harmonisation, de chaîne de commandement et de cohérence des mouvements. Alors cet appel à des renforts hétéroclites, comme on le dit, en effet, montre la faiblesse de cette armée qui a du mal à masquer ses difficultés avec défaut de communication, on en a parlé très souvent, un équipement vieillissant, la baisse du moral des troupes. Général Trinquant, est-ce que cette armée russe, elle fonctionne avec une armée vieillissante, comme on le voit parfois avec des chars datant des années 70, ou avec une forte technologie? C'est quand même la deuxième puissance militaire au monde. Oui, alors il faut se méfier des deuxième, troisième et quatrième. Souvenez-vous de l'Irak, il y avait une armée qui était la deuxième du monde, je crois, à l'époque. Non, mais la modernisation de l'armée russe s'est faite à deux vitesses. Clairement, de la haute technologie, le nucléaire a été privilégié, et puis les missiles hyper véloces, etc. Donc ça a été privilégié. Pour le reste, c'est très, très difficile. Alors, quand vous voyez les chars, ils ont quand même des T-80 qui ont été modernisés avec du blindage réactif qui a été mis des boîtes dessus. Ils ont des conduites de tir qui ont été modernisées. Mais tout ça, c'est de la modernisation. Et avec un phénomène particulier, c'est que dans les réseaux russes, on disait que 20% du financement pour la modernisation de l'armée russe n'était jamais arrivé à l'armée russe. C'est-à-dire que, par exemple, dans les systèmes de communication, ils n'ont pas été livrés à l'armée russe, ils ont été livrés ailleurs. Quoi, c'est le phénomène de corruption? Exactement, phénomène de corruption, complètement. Et donc, il y a des trous dans un certain nombre de trucs. Vous citiez les communications. Deux exemples, les gens qui parlent en clair. Ouais. C'est déjà un problème majeur chez nous. Il y a des téléphones sur un terrain d'opération. Oui, et donc qui parlent de leurs opérations en clair. Pour nous, c'est totalement improbable. Et puis, je citais le cas des PC qui ont été ciblés. Les généraux qui sont morts, en fait, ils sont morts ou dans des PC. Et les PC, vous savez, ce sont des nœuds de communication importants. On voit un rayonnement important quand vous êtes en vision électromagnétique. Et chez nous, tout ceci est dispersé et dilué pour qu'on ne voit pas où est le PC, que ça n'attire pas le regard. Et là, probablement ils ne l'ont pas fait, et donc ça permet de cibler, de donner les coordonnées à l'artillerie ukrainienne qui tape sur ces PC. L'une des failles béantes, sans doute en termes stratégiques, c'est que l'armée russe est parfaitement équipée pour mener une guerre d'après-demain, et elle conduit une guerre d'avant-hier. Et c'est-à-dire que le problème, c'est qu'entre après-demain et avant-hier, il y a aujourd'hui, et c'est cet aujourd'hui qu'ils ont beaucoup de mal à gérer. C'est difficile pour Vladimir Poutine parce qu'il a joué beaucoup. Il est l'un de ceux, sinon le seul, à avoir voulu porter de renforcer son armée et d'en faire un fleuron. On se souvient de ces images, on les reverra peut-être d'ailleurs sur la place rouge, mais c'était une fierté pour lui. C'est sans doute parce qu'il avait l'illusion qu'avec des Kinjal, poignards en russe, donc ces fameux missiles hypersoniques, avec les avant-gardes, avec les drones, il pourrait gagner la guerre. Mais ça repose aussi sur son erreur d'analyse de fond. Dès lors que vous considérez, que vous décrétez
que l'Ukraine n'est pas une nation, que c'est juste une anomalie historique, une amputation de la Russie éternelle qui doit nous revenir naturellement, vous n'envisagez pas l'hypothèse qu'il faille conduire une vraie guerre d'hier, d'avant-hier et d'aujourd'hui. Et donc tout est lié, à mon avis, dans la perception qui est celle du Kremlin. C'est intéressant de voir le défilé, cette force déployée. Il y a un précédent en Russie, ça s'appelle Potemkin. Les villages Potemkin. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était on donne l'illusion d'avoir quelque chose et derrière, on a quelque chose qui est moins brillant. Et je pense que là, l'information, je le disais, n'arrive pas forcément à Poutine parce que on lui dit regardez, et on lui dit regardez les défilés, regardez la manœuvre. Alors la manœuvre, ça se déroule forcément suivant un scénario préétabli, c'est fantastique, mais la guerre, je ne suis pas persuadé qu'on lui donne les vraies images de la guerre. Et la réalité c'est la toxicité du mensonge d'État. Vous savez, le concept de stakhanovisme. On s'est aperçu que le fameux Stakhanov, donc le héros du travail qui avait fait 10 fois, 100 fois sa tâche, c'était du pipeau absolu. Il y a un ministre de la Défense malien, faire une petite escapade subsaharienne, qui me disait récemment « Quand vous allez dans un village où tout le monde ment et que vous dites la vérité, c'est vous le menteur ». Il est 14h, l'édition spéciale Ukraine se poursuit dans LCI Midi. On l'a dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu l'annonce du retrait des troupes russes que les combats cessent, comme nous le montrent nos envoyés spéciaux à quelques kilomètres d'Irpin, dans le nord-ouest de la capitale Kiev. La ville est libérée, mais elle reste dangereuse. Regardez ce reportage d'Adrien Nako et Antoine Bourdaillas. Nous sommes enfin parvenus à arriver dans la ville d'Irpin. Nous avons été escortés par des policiers, des forces spéciales. Ils nous ont emmenés à l'intérieur de la ville. Ce que vous voyez juste ici, c'est un signe de victoire pour ces soldats des forces de police ukrainiennes. C'est un tank russe qui a été abattu ici par un missile ukrainien. Ils nous disent que c'est très dangereux de marcher par ici et c'est pour ça que nous avons mis autant de temps à pouvoir arriver dans cette ville d'Irpin accompagnée par des forces de police, car vous avez des obus par terre. C'est le vrai problème aujourd'hui dans cette ville d'Irpin. Elle est certes libérée, beaucoup plus sûre puisque les Russes se sont repliés en direction du nord, mais le problème aujourd'hui c'est cette dangerosité avec les obus qui sont toujours par terre et surtout de très nombreuses mines qui ont été laissées par les soldats russes qui ont fui vers le nord. Il y a encore des habitants qui étaient coincés dans des abris qui sont encore en ce moment même en train d'être évacués par des équipes de secouristes. Le maire de la ville assure aujourd'hui que la ville n'est pas du tout sûre pour pouvoir y revenir et appelle les habitants à ne surtout pas revenir dans leurs habitations. Vous vouliez réagir, on le fera dans quelques minutes, à moins qu'on puisse le faire maintenant, je ne sais pas. Oui. On va le faire maintenant. Oui. Quand vous avez vu cette image de char général, vous aviez une explication. Ça veut dire que les combats ont été très proches? Oui, alors ça veut dire que c'est un char qui a été touché en tir direct, j'allais dire. Et puis, il y a un phénomène, c'est que les munitions qui sont à l'intérieur du char, en fait, l'incendie se déclare, explose. Et à ce moment-là, la tourelle fait comme un bouchon, si vous voulez, elle saute. Et on voyait bien sur l'engin blindé, là, que la tourelle était posée à l'envers, à côté du char. Ça veut dire qu'il a explosé suivant ce phénomène qu'on connaît bien. Un petit mot sur les villages qui sont libérés. Rentrer dans ces villages, effectivement, ils ont raison de le souligner.